C'est le moment de retrouver Valérie Baudouin et Raphaël Jacob pour notre chronique américaine. Bon début d'après-midi à vous deux. Bonjour. Bonjour. Sondage, dis-moi si le taux d'approbation de Donald Trump est élevé ou pas. Voici ce que un sondage Ipsos commandé par Reuters nous dit. C'est pas bon. 33 approuvent le travail de Donald Trump au moment où on se parle et près des 2 tiers des répondants, 64 désapprouvent. Que se passe-t-il? Pourquoi est-il placé, Valérie, dans cette situation? Bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais on peut bien sûr parler de l'Iran parce que ça, c'est le plus bas taux d'approbation depuis décembre 2017. Alors, d'avoir ce taux-là, c'est vraiment pas quelque chose de très bon pour Donald Trump. Et c'est pas le seul sondage. Là. Lui est très bas, mais il y en a d'autres où c'est pas nécessairement des chiffres très, très intéressants pour le président américain. Est-ce que c'est l'Iran et ses conséquences sur le prix du pétrole, sur le coût de la vie? En fait, ça part de l'Iran. Le problème, c'est l'Iran, mais ça a des conséquences parce que l'Iran, c'est loin. Mais ça a des conséquences à l'interne aussi. Exactement, mais tout est interrelié parce qu'on dit que l'Iran, c'est trop long. On n'a pas réglé ça. Les Américains ne sont pas derrière cette guerre-là. On le dit depuis le début, depuis le 28 février dernier, lorsque les hostilités ont commencé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire hausse du prix de l'essence, qui joue aussi sur le sondage. Et ce qui veut dire aussi qu'au niveau des priorités, et ça, on le voit depuis des mois, puis on s'en parlait la saison dernière, les Américains disent que Donald Trump passe trop de temps à s'intéresser à ce qu'il y a hors des frontières et ne s'intéresse pas assez à ce qu'il a promis, c'est-à-dire baisser le coût de la vie, s'occuper de l'économie. Et ça, on le voit dans ce sondage-là aussi. C'est même les démocrates qui sont plus performants que les Américains sur tout ce qui touche le coût de la vie. Bon, Raphaël, Donald Trump, on a souvent dit qu'il était dans le trouble, qu'il se mettait dans le trouble, que le taux d'approbation était peut-être pas très élevé. Il réussit toujours à s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Est-il dans le trouble au moment où on se parle? Bien, attention, et tout respect, Sébastien, est-ce qu'il réussit vraiment toujours à s'en sortir? C'est quand même un président qui avait perdu sa première campagne de réélection en 2020 et dont le parti avait souffert assez cruellement lors des premières élections de mi-mandat en 2018, ça qui risque de se répéter. Un point additionnel sur les sondages. Au niveau économique, son taux d'approbation dans le même sondage de Ipsos est rendu à 29 %. Même à son pire, Joe Biden n'a jamais atteint un tel plancher. Et la tendance est extrêmement inquiétante pour le président dans la mesure où, on le perd peut-être de vue, mais il avait une lune de miel qui était très relative, mais qui était réelle au tout début de son mandat. C'est-à-dire que quand on remonte à janvier 2025, avec les mêmes sondages Ipsos, il avait seulement, je le manque encore en guillemets, 41 % de l'électorat américain qui disait désapprouver de sa gestion du pays au tout début du mandat. On est rendu aujourd'hui à 64 %. Autrement dit, il a perdu à peu près le quart de l'électorat américain en l'espace de 18 mois. Donc, c'est l'Iran, oui, mais ce n'est pas seulement l'Iran. Sur tous les enjeux, il est rendu en territoire négatif. En même temps, il ne fera pas face à l'électorat en 2028, mais il y aura les républicains, eux, vont faire face à l'électorat aux élections de mi-mandat. Donc, est-ce que ça pourrait affaiblir la fin de sa présidence, Valérie? Oui, absolument, parce des élections de mi-mandat, ça reste un référendum sur la présidence actuelle, sur le gouvernement actuel. Et en ce moment, qui gouverne? Les républicains, bon, majoritaires, pas majoritaires, mais ont un président républicain à la Maison-Blanche, sont majoritaires à la Chambre des représentants, au Sénat aussi. Et là, on voit des taux comme ça. On voit que l'économie se porte pas si bien. Bon, je dis pas que l'économie va mal aux États-Unis, mais on a promis certaines choses, on livre pas la marchandise. Et ça devient difficile pour les républicains de défendre le président quand il a fait promesse après promesse. Là, je me répète un peu, d'abaisser le coût de la vie, de ne plus avoir de guerre. Tout ce qu'il a promis, bien, est-ce qu'il y a des choses qu'il a fait au début de son mandat? Oui, baisser le coût de l'essence. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Bien, c'est le contraire. Il y a une hausse à la pompe et il a beau dire aux Américains, c'est une période, c'est très court à passer, tout va s'améliorer, il n'y aura pas d'inflation, ça va bien aller, l'avenir est très rose. Bien, dans le moment présent, il y a des Américains qui souffrent de ça, des Américains qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Et on leur a promis quoi pendant une campagne électorale? Bien, que ça allait être eux les sauveurs et que Biden, bien, c'était de sa faute que tout allait mal au niveau économique. Et là, on voit, c'est la tendance complètement inverse. Comment être un républicain, être capable de défendre ça devant les électeurs, c'est là que ça devient difficile, puis de les motiver. Hein, parce que c'est les mi-mandats, désolée, je prends un peu de temps là-dessus, là, mais les mi-mandats, c'est aussi le taux de participation. C'est de motiver les gens à aller voter. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Et c'est aussi la question d'échéancier par rapport aux promesses. C'est-à-dire qu'en campagne électorale, oui, M. Trump a dit ce que Valérie vient de mentionner, mais depuis le début de la guerre en Iran, non seulement on promettait une guerre qui serait extrêmement courte, d'à peine quelques semaines, mais les plus importants membres de son cabinet disaient
La question du prix d'énergie, la question du détroit d'Ormuz, ça aussi, ça va être réglé en claquant des doigts. Il y a à peine quelques jours, donc 5 mois grosso modo, après le début de la guerre, M. Bessent, le secrétaire au Trésor de M. Trump, est allé sortir publiquement pour dire « Dans 2 ans, on va avoir oublié l'enjeu du détroit d'Ormuz ». On est encore... ouais, on est bien dedans. Puis, ah oui, puis d'ailleurs, à ce sujet du détroit d'Ormuz, Valérie, M. Trump dit, on va devenir, c'est quoi? On va occuper le détroit d'Ormuz, on va devenir propriétaire, ça va devenir un territoire américain. Donc, ça, c'est sa façon, je présume, d'enlever de la pression. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il peut faire ça? Non. La réponse très simple, non. On a déjà joué dans ce film-là avec le 51e État, avec le Groenland, avec le canal de Panama, avec... je pourrais continuer, les exemples comme ça sont nombreux. C'est des eaux c'est les eaux de l'Iran et aussi du sultanat d'Oman. Alors, on est vraiment... là, c'est pas Donald Trump qui peut mettre un drapeau sur une bouée en plein milieu du détroit puis de dire, bien, ça ici, c'est mon territoire. Ça fonctionne pas comme ça du tout en droit international. Là, on comprend le personnage qui aime ça exagérer. Il a déjà aussi dit... et ça, je pense, dans la même lignée, c'est nous qui allons imposer un péage. Après avoir dit aux Iraniens, vous n'avez pas le droit de le faire, on va le faire. Il est revenu sur ses propos, parce que là, à peu près tout le monde décriait ça en disant, vous trouvez que ça coûte cher à la pompe? Imaginez si les Américains imposent aussi un tarif. Après ça, le prix du pétrole va continuer d'augmenter, donc il n'y a rien qui se tient dans cette stratégie-là. Je pense que c'est juste, on gagne du temps, puis on essaie de parler d'autres choses comme les négociations n'avancent pas. Okay. Est-ce qu'on gagne du temps et on essaie de parler d'autres choses en menaçant Oman aussi, qui est un pays limitrophe là, au détroit d'Ormuz, Raphaël? C'est quoi ces menaces? C'est un allié des États-Unis. Comment on explique que Donald Trump menace Oman de représailles ou de s'attaquer à ce pays-là dans le contexte actuel? Raphaël. Exact. La deuxième partie de la question, en ce qui me concerne, la plus importante, Sébastien, c'est pas simplement que c'est un pays limitrophe, c'est que c'est un pays qui est allié. En fait, c'est plus qu'un pays allié, Sébastien. C'est un pays qui est allié des États-Unis depuis 1790. Vous savez qui était président à l'époque? Joe Biden. Non, c'est pas vrai. C'était George Washington. Et c'est le premier pays arabe avec lequel les États-Unis ont signé un traité bilatéral. Ça, c'était en 1833 sous Andrew Jackson. Donc, il faut comprendre que non seulement le président est complètement coincé dans cette guerre-là, une guerre illégale de choix, je le répète encore une fois, mais il est en train de se mettre à peu près tout le monde à dos. On parlait des Sud-Coréens hier. Là, on parle d'Oman aujourd'hui. On parle des Européens depuis des mois. On parle évidemment des Canadiens. Donc, les Américains ont leurs ennemis, leurs adversaires géopolitiques. Qui reste-t-il réellement, entièrement dans leur camp 1 an et demi après le début du mandat de M. Trump? Ça aussi, c'est une question qui se pose. Qui explique peut-être aussi pourquoi M. Trump est en difficulté au moment où on se parle. Une question d'alliés, mais une question aussi à l'interne. On va s'arrêter pour une pause, puis au retour, on va parler d'un méga procès pour Meta. Meta, c'est Facebook notamment, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on reproche à Meta exactement? On vous parle de ça dans un instant.